Les mondes perdus. L'homme, tout comme l'animal, est fasciné par l'inconnu, voire les mondes perdus. Où se situe-t-il ? Pour la vache, ce sera l'herbe qui verdit dans le pré au-delà de la clôture. Et pour le bipède ? Vers les horizons lointains et où les planètes de notre galaxie, de l'univers, ou même au-delà. L'extraverti se tournera vers les dimensions situées au-delà de son imagination, alors que l'introverti préférera la terre creuse ou les dimensions de l'infiniment petit. Y a-t-il, dans cette double spirale involutive et évolutive, place pour quelque royaume central ? Errant dans le labyrinthe de la vie, l'être humain suppute, induit, déduit, s'interroge sur des données situées à portée de sa main ou de ses pieds. Il ne sait pas trop démêler les chevaux complexes des hypothèses qui s'offrent à lui. Quant à la tradition, elle autorise toutes les propositions, toutes les interrogations, tous les cheminements. Où aller ? Vers les îles Fortunées, Agartha, la grotte originelle de l'île de la Tortue, les forêts vierges ou enchantées, la jungle infestée de bestioles infernales, ou les pôles, où l'on situe l'entrée dans la terre-mère de civilisations centrales enfouies dans les tréfonds, sous sa croûte, entre magma en fusion et métaux en cours de transmutation. Des détracteurs de cette idée avanceront que des cosmonautes sont venus chez nous à l'époque néolithique et que toute civilisation digne de ce nom a une origine extraterrestre. En dépit d'une connaissance de plus en plus approfondie de notre environnement, les sols inconnus ou mystérieux ne cessent d'interpeller l'aventurier, le curieux, le savant. Et la quête d'une terre promise reste toujours d'actualité. Depuis la colonie grecque de Massalia, l'homme rêve de parfaire l'univers en des utopies telles que celles où Platon excellait jadis. Rêvons de paradis. L'Atlantide pourrait être une option. Comment y parvenir ? La question a-t-elle une solution ? Il ne suffit pas de s'enfoncer dans la jungle impénétrable autant qu'inextricable pour parvenir à ses fins. Il faut savoir aussi trouver l'opportunité, ou le passage, ou encore le passeur. Ces mondes ignorés sont aussi merveilleux qu'inaccessibles au commun des mortels. Les guides sont rares et se font payer au prix fort s'ils ne vous perdent pas dans une chausse-trappe. Il arrive pourtant que l'on trouve la porte dans le mur, là où rien ne saurait l'indiquer, là où la surface est si lisse que l'on dirait qu'elle reflète vos propres peurs. Ou il arrive que l'on se précipite dans un trou aussi vertigineux que sans fond, un entonnoir qui communique avec les abysses du monde d'en bas. Rude en est la chute, mais le jardin d'Éden mérite ses efforts. Il arrive qu'une chamelle blanche, égarée au détour d'une dune, vous conduise au-delà de vos propres limites. Peut-être convient-il d'escalader les cieux. Bien avant les fusées ou même les avions, des fous ont tenté leur chance par le biais d'une tour de Babel. Il suffisait d'y rêver. Une sorte de haut bâtiment, élancé et élégant, avec des façades portant des alvéoles régulières et dont le sommet allait en se rétrécissant. Tout au long des échafaudages, des ouvriers travaillaient avec un acharnement sans faille. Déjà la pointe se perdait dans les nuages, autorisant tous les espoirs, tous les songes à propos d'un monde meilleur ou plus beau.
Vanité, réalité dépassant la fiction, seuls ceux qui sont arrivés à grimper jusqu'aux nues et à traverser l'épais brouillard qui encercle la planète savent ce que l'on découvre au-delà. Des étoiles, d'autres mondes, ou l'intériorité de l'être. L'aventure vaut d'être vécue jusqu'en sa folie la plus extrême. Matériel comme spirituel, l'or est au bout du chemin. Arraché à des civilisations depuis longtemps disparues ou venues miraculeusement depuis les confins de l'univers, le Graal interpelle et l'être humain oublie que la matière est une jusqu'aux confins indéterminés des galaxies les plus lointaines. Comment pourrait-il en être autrement ? La folie est probablement de croire que l'on peut rapporter sur Terre des roches extraterrestres ou des poussières galactiques. Le mot d'univers contient le terme de « un » et implique une unité que l'on juge parfois dérangeante dans une soif immodérée de diversité, de pluralisme, de séparatisme. L'unicité elle-même renferme en son sein le principe défini par le nom qu'est « un ». Ne pinaillons pas cependant. L'aventure vaut d'être vécue, ne serait-ce que par les horizons nouveaux, bien qu'anciens qu'elle dévoile, pour peu que l'on se laisse séduire par des sirènes plus diaboliques que celles qui ont failli perdre Odysseus au grand renom. N'a-t-il pas effectué un fabuleux voyage, côtoyant des mondes connus et des mondes perdus ? Son périple n'avait d'autre but que de retrouver sa patrie ou son intériorité. L'aventure vaut d'être vécue pour retrouver l'instant éternel, où l'espace et le temps s'associent au cœur de l'infini. N'est-ce pas là le terme de toute quête, le point de fusion de toute réalité ? Mais auparavant, qui oserait évoquer le bout du chemin s'il ne l'a emprunté au péril de sa vie ? Ce voyage fantasmagorique et probablement totalement imaginaire devient notre propos, si l'on veut bien croire que les contrées décrites ont été visitées par des voyageurs ou des chercheurs de réalité d'un autre type, voire de banals curieux un peu simplets. Qu'importe que le mythe fasse irruption dans le réel. Qui saurait le définir alors que tout est illusion et que le voile de Maya recouvre d'une même nuée évanescente la matière concrète et l'esprit embué de fallacieux a priori? L'ère du rêve reviendrait-elle pas avec le Verseau et l'âge d'or promis à une humanité qui attend depuis des millénaires un saut qualitatif vers des univers jusqu'alors cachés, inexplorés, perdus dans quelque vide sidéral, dans quelque abîme temporel ou dans quelque monde des apparences? Tout n'est que tissage. Pénélope défaisait chaque nuit son ouvrage. En Afrique, tissage et parole sont intimement liés. On brode des notes, des mots, des fables, des réalités virtuelles, en une magie créatrice, où le son précède la lumière, où l'oreille capte avant que les yeux ne se soient ouverts sur une réalité alternative, illusoire, voilée et désespérément incompréhensible. Le poète a tous les droits, mais il demeure incompris, assimilé à quelques fous, dans le lot de ses congénères ancrés dans un quotidien sans passé et sans avenir, qui triment sans déceler le sens de leur œuvre. Lui seul sait entendre les musiques que chantent les sphères. Lui seul a la perception des mondes perdus, cachés ou inconnus. Lui seul peut voir au-delà du rideau qu'une réalité sans âme a interposé entre le matériel et le virtuel, entre l'apparence et l'ultime état de l'être. Suivons-le et vagabondons sur les chemins d'une tradition primordiale aux valeurs archaïques. Nombre d'étapes ramèneront le voyageur vers son point de départ, d'où il n'est jamais parti, si ce n'est dans les brumes de songes fumeux et vains. Pourtant, il aura pénétré dans les fondements de royaumes souterrains, tels Agartha, escaladé la montagne cosmique pour s'envoler vers d'autres univers, visiter les pôles en quête d'hyperborée, naviguer vers des continents à jamais disparus, comme l'Atlantide ou Mu, ou voguer vers les îles du bout du monde ou de l'au-delà. Ne sera-t-il pas allé jusqu'à la cité d'or dont les toits rutilants flambent dans le soleil couchant, illuminant des princesses ou des dévas merveilleusement accoutrés?
Son fol espoir d'une pierre prodigieuse ou d'un métal précieux l'aura conduit sans doute vers quelque contrée oubliée, puis elle l'aura ramené vers un centre, vers une caverne miraculeuse qui recèle l'œuf cosmique et les promesses d'un avenir digne de l'âge d'or que devraient déverser Aquaria ou Aquarius, forts de leur éternelle jeunesse. Lui seul saura dire si le caillou qu'il serre dans sa main est un vulgaire basalte, une émeraude de grand prix, de la poussière d'étoiles ou un atome illusoire. La nostalgie des origines et d'une innocence perdue à tout jamais dicte à l'homme d'étranges rêves ou rêveries. Il se sent une âme d'explorateur, et sur la foi de signes incertains, il se lance, à corps perdu, sur les traces d'une archéologie fabuleuse, immergée dans les fonds marins. Il découvre, avec jubilation, des chaussées qui grimpent à l'assaut d'un ciel glauque, aqueux et incertain, des murs titanesques ou des pyramides grandioses. L'Atlantide, à coup sûr. Comme pour la ville d'Is, des clochetons surgissent des flots, des arcades sont jetées sur des gouffres et les poissons nagent au milieu des ruines d'une civilisation oubliée. La fascination embellit la fantasmagorie et est perdue. Le chercheur ne sait plus si la quête qu'il poursuit s'égare dans un univers fantastique ou dérive vers la folie mystique. Tout part d'une mystérieuse origine, la Pangée. Les géologues y croient et la dessinent. Puis le Gondwana lui succède, non moins fascinant, non moins énigmatique. Est-ce là, dans son effondrement cataclysmique, que surgissent le continent de Mu et l'Atlantide si fameuse, ou peut-être Hyperborée, la blanche. L'eau règne en maîtresse et la terre lui dispute sa place au soleil. Des combats titanesques entre les éléments hantent notre imaginaire et notre mémoire oubliée. La marée liquide, tel un fossoyeur, engloutit toute trace, efface les îles, gomme les limites des continents. Le déluge n'a-t-il pas un caractère universel ? C'est alors que des civilisations surgissent de la terre elle-même, fantastiques ou cachées dans des brumes d'or qui en altèrent les contours. Leur nom, Agartha, Shambhala, résonne à nos oreilles étrange, suscitant quelques vagues souvenirs, incertains, de jours meilleurs, et offre le parfum de quelques jardins enchanteurs, mais à jamais disparus. Pourtant, le mythe voudrait que l'on en revienne un jour à cet unique point d'origine sur une terre nouvellement émergée, verte comme à ses débuts. L'Atlantide. L'Atlantide, c'est le nom que nous donnons au 4e continent. Ce serait la première terre historique si l'on prêtait aux traditions des anciens plus d'attention qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. La fameuse île de Platon, connue sous ce nom, ne constituait qu'un fragment de ce grand continent, nous dit Helena Blavatsky dans la Doctrine secrète. Plus de 2000 ouvrages sur le thème. Platon est-il le père de la littérature de fantaisie ? On le dit déjà père du mythe. Or, ce dernier existait bien avant lui et depuis l'aube des temps. L'Homo sapiens sapiens n'a-t-il pas été le premier à affabuler ? En ces temps-là, le mythe se développait sur les parois pariétales, tissé d'images aux couleurs de la vie, de signes plus ou moins explicites qui palliaient à l'absence de toute langue écrite. Mythe et rite s'entrelaçaient dans les ténèbres sans nom de la caverne initiale, initiatrice, initiatique. Toute une fantasmagorie d'ombre et de lumière jouait avec les nerfs tendus des participants. S'agissait-il d'inaugurer le monde et sa création ? S'agissait-il d'en opérer la destruction cataclysmique, liant les tremblements de terre, les éruptions volcaniques ou l'inéluctable montée des eaux ? S'agissait-il, sous le sceau du secret, de transmettre l'histoire vraie de l'humanité à des mystes grelottants d'effroi qui, à leur tour, l'auraient amplifié jusqu'au mystère absolu, véhiculé de génération en génération à tel point que la trame a fini par se perdre. Deux sources viennent jeter le trouble dans l'histoire déjà tarabiscotée de l'Atlantide.
D'une part, le titan Atlas donne son nom à la contrée ou à toutes les montagnes de la création. Ses enfants divins se nomment les Pléiades, qui brillent désormais dans le ciel étoilé, les Iades et les Hespérides, qui ont la garde d'un jardin merveilleux au couchant. C'est dans les parages de ce parc légendaire que s'aventure Hercule en quête de pommes d'or. Lui-même donne son nom au détroit de Gibraltar, les colonnes d'Héraclès. D'autre part, et sur le tard, Poséidon, frère de Zeus, s'est épris d'une mortelle, la douce Clito, qui vit auprès de ses parents dans une région reculée. La géographie manque de précision quant à la demeure de la belle. Elle met au monde les fabuleux Atlantes, dont l'aîné, Atlas, va devenir roi de l'une des parties de l'Atlantide. 2 Atlas, donc, qui prêtent leur âme à Atlantis, terme qui désigne toutes les filles du Titan, à Atlantide ou Atlantis, une contrée aux confins de l'imaginaire, au mont Atlas, ils sont légions, et à l'océan Atlantique. La racine du mot tela, tolo, tuli, se rapporte à l'action de lever, enlever, porter, soulever, d'où l'image de pilier du monde qu'il laisse à la postérité. Des représentations d'Atlas le montrent, gigantesque, portant la terre sur son épaule gauche, et de là, un pilier s'élève jusqu'à des cieux à la fois lointains et brumeux. Ces rares données ne nous aiguillent pas vraiment sur la piste de l'Atlantide perdue. Où est-elle ? Sa disparition brutale a-t-elle été irrémédiable ? Chacun espère une colonie, un vestige, un écrit, une trace plus ténue encore qui ferait rêver de ce monde anéanti, de cette civilisation avancée et si brutalement engloutie par le feu et l'eau. Tulé interpelle. Est-ce un jalon ? On ne connaît l'Atlantide que par 2 fragments de Platon, l'un dans le Timée et l'autre dans le Critias. Encore ce ne sont que les souvenirs d'enfance de Critias, rapportant les dires de son grand-père, lequel tenait l'histoire de Solon, qui la tenait lui-même d'un prêtre égyptien du temple de Saïs. Nous dit Louis Charpentier, dans Les Géants et le mystère des origines. Voilà les bases résumées. Sans doute faut-il débuter par le texte de Platon, mettre sur la touche les visions d'Edgar Cayce, prédisant, pour les années 1978-79, que l'Atlantide allait à nouveau surgir des flots. Pour inaugurer une série de séismes et de catastrophes toutes pires les unes que les autres, ou pour à nouveau transmettre des valeurs éthiques essentielles. Ce n'est pas à Platon que nous devons la première mention des Atlantes, mais à son devancier, l'historien géographe Hérodote. Celui-là naissait environ 2 ou 3 ans après le décès de l'autre et écrivait une 50aine d'années après lui. Cependant, entre le peuple plus ou moins inconnu des Atlantes et le mythe de l'Atlantide, il y a tout l'imaginaire et toute la verve du philosophe. D'une population plus ou moins proche des 6 fameux Garamantes, champions du Tibesti, il a osé faire les héros d'une épopée dont les autres protagonistes sont les non moins exceptionnels Athéniens. Je vais vous redire cette histoire comme je l'ai entendu raconter par un homme qui n'était pas jeune. Ainsi débute la narration de Platon. Précisons que c'est sur la fin de sa vie que Platon a commis les 2 textes qui parlent du pays mythique de l'Atlantide. Et Critias de débiter son histoire qu'il tient à rendre la plus crédible possible en faisant référence à un vieux prêtre égyptien du nom de Saïs. Son interlocuteur n'est autre que Solon, reçu en Égypte avec les honneurs de son rang. Il évoque les traditions les plus archaïques de la Grèce, dans l'espoir d'entendre, à son tour, de belles relations sur les antiquités égyptiennes, voire antérieures. Pour le prêtre, les Grecs constituent un peuple jeune, ignorant à la fois qu'il y a eu dans le passé plusieurs déluges et qu'ils appartiennent à la meilleure des races, celle qui a accompli un exploit fameux. Tout cela s'est passé il y a environ 9000 ans. Ainsi le cadre est posé par le philosophe et l'Atlantide décrite, ses avant-postes, son île principale, plus grande que la Libye et l'Asie réunies,
Ces îles secondaires au-delà, ces passages, et enfin le continent qui s'étend en face d'elle et qui paraît surgir de l'Atlantique, ce qui a suscité d'innombrables gloses. Platon a la verve aisée. La côte orientale américaine et la nôtre peuvent se faire face sur les Atlas. Elles n'en demeurent pas moins séparées par un océan qui semble avoir fonctionné à travers les siècles et les millénaires, comme une gigantesque muraille, comme une déchirure majeure dans le revêtement de la planète, nous dit Théodore Monod. Oublions le continent voulu par Platon. Le naturaliste, sur la foi d'évidence scientifique, a parlé. Des fonds marins, une barrière impénétrable, la fin du monde, voici ce qui attend celui qui, enfiévré d'aventure, muni d'un viatique conséquent, prêt à aller au-delà de toute folie, s'élance dans l'Atlantique. La sortie en est facile, alors que l'entrée en Méditerranée s'avère nettement plus périlleuse. Des mois de navigation l'attendent avant que la vigie ne puisse crier « Terre ! Terre !» Cependant, un fait notoire mérite mention. Il a bel et bien existé une île au large du détroit de Gibraltar, maintenant submergée, mais peuplée à une époque un peu antérieure à celle où Platon dit situer son récit. La réalité rejoint parfois la fiction. En fait, cette île constituait un archipel, les îles du Cap Spartel. La plus grande, au large de Casablanca, a été recouverte par les eaux vers 21 000 avant notre ère, au moment du premier réchauffement climatique, d'époque solutréenne. Deux autres le seront un peu plus tard, vers 16 000 avant notre ère, l'une proche de celle que l'on vient de citer et l'autre vers Gibraltar, et les dernières, dont l'une au centre du débouché des colonnes d'Hercule, sur l'océan Atlantique, vers 13 000. Car tout ce qui est en deçà du détroit dont nous parlons ressemble à un port dont l'entrée est étroite, tandis que ce qui est au-delà forme une véritable mer et que la terre qui l'entoure a vraiment tous les titres pour être appelée continent. Nous rapporte encore Platon. Le philosophe tient à son idée, des îlots précédant une zone continentale formée autour d'une mer intérieure. Serait-ce une chaîne volcanique entourant un large cratère? Et la narration s'apparente à ce qu'il reste de l'île de Terra en Méditerranée, après la catastrophe qui en a détruit une large part. Aucun géologue n'accréditera un tel schéma. Volonté d'affabulation de Platon? Il dit tenir ses sources des prêtres égyptiens. Est-ce pour donner du poids à sa thèse? Ou est-ce quelque réminiscence d'une mémoire collective? Avouons-le, la description est emphatique. Il aurait suffi. Les avant-postes atlantes se situent en deçà du détroit, soit vers Tanger ou Gibraltar. Puis au centre du détroit, une île principale, peut-être deux, engloutie à l'issue de la dernière glaciation. Continent ouvre des opportunités. Il faut poser les Atlantes en potentats du monde civilisé. Coup d'éclat et honneur pour Athènes, cette puissance gigantesque est anéantie par les Hellènes qui, malgré leur faible nombre et la défection des autres peuples, parviennent à se sortir d'une situation critique et vaincre l'envahisseur. Ils libèrent les populations opprimées avant qu'un autre malheur ne frappe les Atlantes, un séisme suivi d'un déluge.